Au positif, Véronique Tiberghien. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver à l'écoute de cette émission. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la cancérologie. Le cancer, la deuxième cause de mortalité en Europe après les maladies cardiovasculaires. Chaque année, plus de 3 500 000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués dans les pays de l'Union européenne. Alors face à ce nombre substantiel, l'investissement dans la recherche clinique en cancérologie demeure donc essentiel. Et c'est dans cet esprit que l'Organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer, le ORTC, fut fondée dans les années 60 afin de proposer aux patients les meilleurs traitements. Et aujourd'hui encore, l'organisation reste à la pointe de la recherche dans ce domaine. Expliquer la recherche clinique est fondamentale, ses défis, l'information aux patients et ses droits, le rôle de l'ORTC et les perspectives de recherche. Voilà autant de sujets auxquels le livre de Françoise Meunier, Quel avenir pour la cancérologie, nous offre aujourd'hui. Elle est d'ailleurs avec nous. Bonjour Françoise Meunier. Bonjour. Vous êtes spécialiste en cancérologie. Vous êtes également chef de la clinique des maladies infectieuses et du laboratoire de microbiologie de l'Institut Jules Bordet. Non, me dites-vous, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas depuis 1991, date à laquelle j'ai pris les fonctions de directeur général de l'EORTC. En tout cas, c'est en tant que spécialiste de la cancérologie que vous allez intervenir dans cette émission et nous parler donc de ces défis avec le concours de nos auditeurs, bien sûr, au 02 737 26 06. Vous pouvez également intervenir par SMS au 60 31 50 centimes le message. Pour l'heure, on commence comme d'habitude, on fait le tour de l'actu. ADN, Lionel Francard. Bonjour Lionel Francard. Bonjour Véronique, bonjour à tous. C'est la semaine de la naissance respectée avec un cri d'alarme pour tous les nouveau-nés. Oui, alors la naissance respectée, en fait, ça remet un peu en question l'obstétrique moderne qui veut conditionner les naissances avec pas mal de technologies et on en oublie finalement ce geste naturel. Donc c'est un appel à un retour à quelque chose d'un peu plus naturel. Alors le lien entre ce cri d'appel, vous allez peut-être le faire par vous-même et le comprendre. C'est un cri d'appel à utiliser des gestes simples et peu coûteux comme l'allaitement ou le contact corps à corps pour permettre le confort du nouveau-né et surtout sa survie. Ça pourrait peut-être sauver une grande partie des 3 millions de nouveau-nés qui meurent chaque année dans le monde et on s'en doute parmi les populations les plus pauvres et les plus défavorisées. Un cri lancé par Melinda Gates qui est la coprésidente de la fondation Bill and Melinda Gates, une fondation américaine humaniste philanthropique. Ce qui nous interpelle ici et nous arrête en tout cas, c'est qu'elle a fait son intervention à l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé la semaine passée. Et pour nous rappeler que malgré un recul mondial de près de 50% tout de même du taux de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans, eh bien le taux de mortalité néonatale, lui, n'a baissé que de 36%. Et ce plan d'action de l'OMS, défendu par Melinda Gates, vise à baisser ce taux de mortalité néonatale mondiale. Oui, de le faire passer de 25 décès pour 1000 naissances à 7 décès pour 1000 naissances. Alors c'est vrai, ce sont des chiffres, mais son message est important. Elle dit qu'il est possible de prévenir la vaste majorité de ces décès grâce à des interventions comme l'allaitement, je le redis, la réanimation du nouveau-né, la méthode dite des soins maternels kangourous pour les bébés prématurés. Le bébé est placé sur la peau nue de la mère ou du père. Et il est essentiel, nous dit-elle aussi, que le cordon ombilical soit tout simplement nettoyé avec des produits antiseptiques pour prévenir les infections et cela ne coûte que quelques centimes. En fait, son message, il est clair, il ne s'agit pas de dire au monde que nous avons besoin de plus de fonds, il s'agit de dire utilisez les instruments dont nous disposons aujourd'hui et concentrez-vous sur ces interventions cruciales et peu coûteuses. Voilà qui est dit. Au positif, ADN. Avec la Suède cette fois, la Suède qui accuse l'Union européenne qu'elle juge soumise au lobby des chimistes. Oui, alors je pense que ça ne se fait pas si souvent que ça. J'imagine que c'est pas la première fois qu'un pays poursuit l'Union européenne, mais voilà, c'est assez fort ce geste que pose la Suède de poursuivre la Commission européenne pour son retard dans l'identification des éléments chimiques antibactériens nocifs de la vie quotidienne. Il faut savoir que la Commission devait définir en décembre au plus tard des critères sur l'identification de ces éléments présents dans des milliers de produits antibactériens que l'on retrouve dans des vêtements, des chaussures ou encore des produits d'hygiène. Ces produits qui sont soupçonnés de perturber le système endocrinien et de provoquer cancer, malformations congénitales et retard de développement chez les enfants. Et 5-6 mois plus tard,
rien n'est fait. Ben voilà. Et donc, en plus, c'est pas la première fois que la Suède insistait. Hein, ils avaient déjà insisté quelques mois plus tôt auprès de Bruxelles pour hâter ce travail, mais en vain. Et donc, aujourd'hui, elle accuse l'Europe de se soumettre aux pressions des lobbies européens, des chimistes. Et donc, c'est ce que dit la ministre de l'Environnement suédoise, Lena Ek. Ces substances sont en train de devenir un gros problème dans certains endroits en Suède. En tout cas, par exemple, on voit des poissons devenir hermaphrodites. Et il existe bien sûr des études scientifiques concernant leur impact sur la fertilité des jeunes filles et garçons et d'autres effets aussi graves. Et de son côté, Joe Hennon, qui est porte-parole du commissaire à l'environnement, qui est porte-parole du commissaire à l'environnement, a répondu que les retards se justifiaient par la complexité du problème, l'évolution de la science et les points de vue divergents entre scientifiques et entre parties prenantes, mais ils prennent la question très au sérieux et font de leur mieux pour la régler. Françoise Meunier, c'est une chose dans le cadre de la cancérologie pour laquelle vous plaidez, c'est une grande indépendance de la recherche, notamment à l'encontre de ces lobbies qui se développent de plus en plus, alors qu'ils soient efficaces, utiles ou pas. La question n'est pas là, mais vous défendez vraiment l'indépendance de la recherche. Hein. Oui, tout à fait, et particulièrement en cancérologie, parce qu'il ne s'agit pas seulement de mettre au point des médicaments, mais aussi des stratégies de traitement comme la radiothérapie et la chirurgie. Et ces études ne sont effectuées que dans l'esprit d'améliorer le sort des malades sans but commercial, puisqu'il n'y a pas de commercialisation d'une technique chirurgicale ou d'une radiothérapie, d'une modalité de radiothérapie. Mais cette indépendance, pour vous, c'est un vœu pieux ou elle est réalisable ? Non, elle est réalisable. Et des structures comme la nôtre, depuis plus de 50 ans, effectuent des recherches de manière tout à fait indépendante. On va y revenir, bien sûr, dans notre dossier du jour. Pour l'heure, on poursuit. Au positif sur la première, l'ADN. Avec le cancer, une fois de plus, cette fois dans l'ADN, la virothérapie, un virus modifié de la rougeole qui a entraîné la rémission complète d'une patiente atteinte d'un myélome multiple. C'est donc une forme de cancer. Oui, une forme de cancer de la moelle osseuse. C'est vrai que ça fait beaucoup d'annonces. C'est le genre de nouvelles qui m'interpellent parce que ça passe dans la plupart des médias qui sont pas spécialement spécialisés dans la médecine. Mais c'est vrai que c'est interpellant, cette histoire d'une femme de 49 ans qui souffre d'un cancer de la moelle osseuse et qui a pour la première fois bénéficié d'une rémission durable après l'injection d'une dose importante de virus modifié de la rougeole. Ça a été pratiqué par des chercheurs américains dans la clinique, la fameuse Mayo Clinic dans le Minnesota. Ils le disent, que les auteurs de l'étude, la clinique Mayo, signalent qu'ils ont un intérêt financier dans la technologie utilisée. Ça, ils ne le cachent pas. Alors c'est vrai que manifestement, on parle de virothérapie ici, vous l'avez dit, donc c'est des traitements qui stimulent le système immunitaire grâce à l'injection de virus. Manifestement, ça existe déjà depuis les années 50. Des milliers de malades ont été traités avec cette technique qui utilise de nombreuses familles de virus, dont ceux de l'herpès ou du rhume aussi. Mais manifestement, il s'agirait de la première étude qui est bien documentée sur la rémission complète d'une malade atteinte d'un cancer invasif après l'injection d'une seule dose de virus. C'est ça, c'est une seule dose de virus. C'est assez surprenant quand même. Alors, ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a eu 2 malades seulement qui ont été... Ah oui, qui ont été traités par cette technique, cette virothérapie. Elles ont reçu une seule dose de vaccin contenant des virus génétiquement modifiés de la rougeole, qui serait capable de cibler les cellules cancéreuses. Il paraît que chacune de ces doses aurait pu être utilisée pour vacciner 10 millions de personnes. Donc c'est une fameuse dose de cheval. Et donc sur les 2 patientes, il y en a une qui a réagi vraiment positivement avec une rémission complète, sans trace de cancer depuis plus de 6 mois. L'autre a vu une réduction des cellules cancéreuses. Françoise Meunier fait d'annonces. On est d'accord. Oui, moi je suis consternée par ce genre d'article parce que ça donne de faux espoirs à beaucoup de familles de malades et à des malades. Et encore une fois, c'est une anecdote. C'est un cas anecdotique sur lequel on ne peut pas tirer de conclusion. Et c'est ça toute la complexité de passer du laboratoire à l'animal, à l'expérimentation humaine et la nécessité d'une validation d'une nouvelle stratégie de traitement
peut-être que l'immunothérapie a une voie, et en particulier pour le moment, dans les dernières années, on voit des progrès, notamment pour le mélanome, mais pas un effet d'annonce avec un seul cas. Et on a encore le courage de dire, heureusement, que la deuxième malade n'a pas bien répondu. C'est quand même aussi... Alors, les médias ont leur part de responsabilité parce qu'elles relaient l'information le plus souvent telle qu'elle, avec beaucoup de regrets de notre part, parce que on essaie justement, et surtout Lionel a un travail de réflexion très poussé par rapport à ce type d'annonce. C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions par rapport à ça, mais il y a aussi quand même un défaut de communication de la part de la recherche de manière générale, parce que si ces recherches-là sont publiées, qu'on les publie dans les journaux, les autres pas, c'est parce que les autres, on n'est pas souvent au courant non plus. Mais c'est-à-dire qu'il y a plusieurs aspects dans votre question. Oui. En médecine, et si on veut avancer, c'est publish or perish. Ça veut dire que les médecins sont jugés sur leur publication et le niveau de qualité scientifique de leur publication. Donc, on a tendance à vouloir publier des résultats positifs. Et ici, c'est manifestement le cas. On ne parle que modérément de la deuxième malade qui n'a pas bien répondu. Donc, il y a aussi ces effets de vouloir publier, et parce que les financements des chercheurs dépendent aussi de leur ranking, si vous voulez, comme les universités, et de leur notoriété. Et donc, les effets d'annonce, c'est un peu poussé parfois par certaines universités où on juge les médecins en fonction de leur publication. On va y revenir dans quelques instants, et on parlera dans notre dossier du jour, comme je vous le disais, de l'avenir de la cancérologie avec notre invitée Françoise Meunier. Quel avenir pour la cancérologie? Les défis de la recherche clinique en Europe. C'est une publication à l'Académie royale de Belgique, dans la collection L'Académie en poche, un livre extrêmement accessible, pas uniquement pour les professionnels, loin s'en faut, mais également pour le grand public. Et d'ailleurs, vous pouvez réagir à cette émission. Au positif, le dossier. Quel avenir pour la cancérologie? C'est le sujet du jour, et c'est le sujet de cet ouvrage écrit par Françoise Meunier, spécialiste de la cancérologie. Vous faites partie évidemment de l'EORTC, dont on va expliquer un petit peu. C'est un organisme qui est assez peu connu, et pourtant en matière de travail sur le terrain, ils ont fait et font encore aujourd'hui énormément de choses en matière de recherche pour la cancérologie. C'est un organisme qui est né il y a déjà quelques années. On est dans les années 60 quand il naît. La Belgique est assez pionnière puisqu'elle fait partie des fondateurs de cet organisme. Mais quel est cet organisme finalement dont on connaît assez peu de choses? En fait, l'EORTC est connu dans le monde scientifique, mais très peu du grand public. C'est une organisation qui a été créée par des visionnaires. C'était les Golden 60s, le début de la chimiothérapie. Il faut rappeler quand même que la chimiothérapie est une modalité de traitement récente, après la Deuxième Guerre mondiale. Et ces visionnaires européens étaient marqués par l'enthousiasme de la fondation de l'Europe, par Monnet, Schuman, cet esprit positif de coopération européenne. Et l'EORTC a amené deux choses importantes en Europe. La coopération internationale, c'était la première fois que des cancérologues décidaient volontairement, sans que personne ne le leur ait demandé, de travailler ensemble. Et la deuxième chose, tout aussi importante qu'ils ont apportée, c'était la multidisciplinarité. C'est la première fois qu'on essayait de ne plus travailler en silo, c'est-à-dire les chirurgiens dans leur coin, les radiothérapeutes et les chimiothérapeutes, mais de mettre ces concepts de multidisciplinarité et de discuter la stratégie d'un malade ensemble. C'était visionnaire à l'époque. C'était absolument visionnaire en 1962, et c'est le professeur Tagnon qui était à l'Institut Bordet, mais avec Silvio Garattini à Milan, Georges Maté, celui qui a fait la première greffe de moelle à Paris, Van Beckom en Hollande, qui vraiment se sont battus pour créer cette organisation internationale sans but lucratif, de manière indépendante. Et M. Tagnon s'est arrangé pour que ce soit sous la législation belge. Donc c'est une association internationale sous la loi belge.
et dont le quartier général est à Bruxelles, ce qui est fantastique parce qu'effectivement, on est près de l'Europe, près des communautés et on est à staff important en Belgique et à Bruxelles. C'est un organisme indépendant de l'Union européenne. Hein. C'est un organisme qui travaille de concert, on va dire, avec les décisions de l'Union européenne, mais totalement indépendant de l'Union. Hein. Tout à fait. On n'est pas financé, on n'a pas de support structurel de la Commission européenne, contrairement à ce que tout le monde pense, puisque European Organization, mais on n'a pas de support structurel de la Commission. On est un organisme de recherche privé indépendant, mais effectivement, on collabore dans la manière dont les programmes sont élaborés, le 7e programme cadre, maintenant Innovative Medicine Initiative, donc tous les grands plans de recherche internationale élaborés par la Commission européenne nous sont familiers. Est-ce qu'on peut dire que l'image belge qui nous lie le plus à l'EORTC, c'est Jules Bordet? C'est l'Institut Jules Bordet dont on sait aussi l'avancement et les recherches et le côté pionnier dans certains domaines en matière de cancer et de prise en charge du cancer. C'est certainement un institut pilote, je dirais, dans la prise en charge des malades de cancer, mais je ne dirais pas que c'est l'institut le plus lié à l'EORTC. Toutes les universités, en fait, nous coordonnons 300 universités et en Belgique, heureusement, toutes les universités participent à nos activités, dont aussi bien la KUL, l'UCL, Gand, Anvers, Namur, toutes les universités participent. Il n'y en a pas une plus que d'autres. Pas de communautarisme donc au sein de la recherche. Nous sommes européens. Oui, et heureusement, on peut encore le montrer. Alors, l'ORTC, on va revenir bien sûr sur le travail, mais sur votre ouvrage surtout, L'avenir de la cancérologie. Vous revenez sur des concepts, évidemment, le cancer qui est très et trop présent chez nous en Europe, la nécessité d'avoir une vision justement européenne de la situation et de prendre en charge le cancer aujourd'hui en Europe. Est-ce que, alors on pourra détailler par la suite, mais j'ai quand même l'impression qu'en Europe les choses sont plutôt bien prises en charge en matière de cancérologie et que, en tout cas du point de vue médical et de la recherche, on s'est bien rendu compte des enjeux pour le futur, de faire avancer à la fois la recherche, mais aussi les traitements et la prise en charge du patient. Oui, tout à fait. On n'a pas à rougir et on n'a pas à se déplacer aux États-Unis pour être bien traité et bien suivi. Mais il faut quand même se préparer à une augmentation des cas de cancer. Donc, dire on va vaincre le cancer, moi, je ne suis pas très d'accord avec cette expression parce qu'en fait, c'est de nouveau leurrer le public et les malades. On va apprendre à vivre mieux et plus longtemps avec le cancer. Il faut savoir que en Europe, un homme sur 3, une femme sur 4 sera confronté au diagnostic. Donc, on ne va pas diminuer l'incidence, c'est-à-dire l'apparition des nouveaux cas. Il y en aura de plus en plus, ce qui veut dire que ça a un impact majeur sur l'organisation des soins de santé. Le personnel infirmier, les médecins, les lits d'hôpitaux, les cliniques où on administre la chimiothérapie, les machines de radiothérapie, etc. Donc, il y en aura de plus en plus. Pour une raison principale qui est le vieillissement de la population. C'est ça. C'est pas parce que le cancer est plus virulent ou qu'il s'étend. Il y a différentes raisons, mais une des raisons, c'est aussi de se dire on vit plus longtemps et l'apparition des cancers, elle est quand même majoritairement après 65 ans. Tout à fait. C'est après 65 ans, plus de 60% des cas. Et on est victime de notre succès, en fait, parce qu'on meurt beaucoup moins de rougeole, d'accidents de moto, d'infarctus du myocarde, de tas d'autres, de pneumonies, de septicémie, etc. Et donc, on est là, âgé, et on est prédisposé à développer des maladies de type cancer. Il faut savoir que c'est une dégénérescence de nos cellules. Ce sont des déficits de réparation cellulaire qui mènent à ce qu'une cellule devienne cancéreuse. Et c'est toujours philosophiquement très intéressant de penser que si en fait nous développons un cancer, alors que certaines personnes rêvent d'immortalité, c'est parce qu'une de nos cellules a trouvé le truc de l'immortalité et ne meurt pas. Chacune de nos cellules sont prédisposées à mourir. C'est ce qu'on appelle l'apoptose. Donc, elles mutent. Elles ont une mutation, 2 mutations, 3 mutations. Elles sont programmées pour mourir après un certain nombre de divisions cellulaires. Et le cancer, c'est une de nos cellules qui subit des mutations, qui ne les répare plus et qui ne meurt pas.
L'avenir de la cancérologie, dites-vous, passe par différentes choses, mais elle passe surtout et avant tout par le patient, une meilleure collaboration avec le patient, un patient informé, protégé aussi, et on y revient dans quelques instants, ce sera juste après Malo et la rêve. Vous pouvez toujours intervenir dans cette émission 02 737 26 06. Vous pouvez également nous envoyer un message par SMS au 60 31 ou aller sur le site lapremière.be et vous y indiquer, après avoir cliqué sur ma photo, votre petite question. Et on se retrouve donc après Malo. Au positif sur la première. Véronique Tiberghien. Françoise Meunier est avec nous également donc pour parler de quel avenir pour la cancérologie. Vous faites beaucoup d'explications très claires, très concrètes. C'est très important pour les personnes qui sont intéressées ou touchées, pour les familles, les proches, les patients également. La différence entre la recherche fondamentale et la recherche clinique. Vous dites qu'il y a quand même toujours encore une compétition assez regrettable entre les deux. D'où votre plaidoyer également en conclusion pour une meilleure collaboration, une meilleure transparence aussi entre ces deux axes qui finalement visent à la même chose, c'est-à-dire à trouver de meilleures stratégies de traitement à différents niveaux. En recherche clinique, vous plaidez pour une collaboration accrue avec le patient, patient qui a des droits et qui doit les connaître, ces droits aussi. Vous revenez sur les questions à se poser quand on fait partie ou quand on vous propose de faire partie d'une recherche clinique, ces recherches qui sont essentielles. Et il y a quand même une question très intéressante que vous posez, c'est pourquoi un patient devrait-il faire partie d'une recherche clinique ? Il n'est pas indispensable pour tous les patients de faire partie à une recherche clinique, mais c'est une démarche intellectuelle, je dis, très importante parce que il convient de demander à son médecin, avant de prendre une décision de traitement, s'il est informé, s'il participe lui-même. Je trouve que c'est un processus de rigueur intellectuelle et d'honnêteté scientifique, d'avoir le courage de dire à son malade qui est en face de soi, vous avez un cancer. On ne connaît peut-être pas nécessairement la meilleure façon de vous traiter. À titre d'exemple, est-ce qu'il faut enlever la prostate, est-ce qu'il faut irradier la prostate ou est-ce qu'il faut ne rien faire parce que vous allez mourir d'infarctus et que vous avez d'autres maladies ou que vous êtes très âgé et que le cancer ne va pas évoluer, n'est pas agressif, invasif. Et donc, tout ce genre de questions, on ne peut y répondre que si des patients acceptent de participer à cette rigueur intellectuelle, à cette honnêteté, de dire, on va faire une étude. Et quand on aura comparé, par exemple, 500 malades traités de cette façon et 500 autres malades qui ont les mêmes critères, les mêmes stades de maladie d'une autre façon, on pourra, en ayant des grandes bases de données, définir une fois pour toutes quelle est la meilleure stratégie. Donc, c'est répondre à des questions que les médecins se posent chaque jour. Et donc, c'est bénéfique pour le malade de participer à ces expérimentations, à ces recherches, parce que ça fait progresser la science pour lui et pour les malades futurs. Donc, c'est très important. Et on ne peut pas échapper à cette étape de recherche clinique, parce qu'on peut faire toute la recherche fondamentale qu'on veut, et c'est essentiel, il faut comprendre. La recherche fondamentale, c'est viser à comprendre ce qui se passe à l'échelle de la cellule, et puis on a trouvé quelque chose, on va passer chez l'animal, mais comme je dis toujours, quand on a guéri un rat ou une souris, on n'a strictement rien fait pour son patient au lit du malade, le médecin qui a le malade en face de lui. Donc il n'y a rien à faire, il y a cette étape obligée, qui est la recherche clinique, soit pour enregistrer, approuver et commercialiser un nouveau médicament, mais aussi pour adopter des thérapies de chirurgie, par exemple, moins invasives. Ne pas enlever tout le sein, mais enlever la tumeur uniquement. Ne pas enlever le larynx, mais administrer une radiothérapie qui permet au malade de conserver sa voix et de discuter avec sa famille, ses proches, ses enfants, etc. Donc, il n'y a rien à faire. Il faut que la société comprenne que cette recherche clinique, ce n'est pas de l'amateurisme et docteur Tournesol qui a envie de faire des expériences. C'est indispensable au progrès pour tous les malades.
Parfois aussi pour montrer qu'une chose ne fonctionne pas, tout simplement, et qu'on ne peut pas la mettre telle qu'elle sur le marché, ou même pas du tout, qu'on n'envisage même pas de la modifier. Vous avez parlé des molécules, c'est aussi des techniques, des attitudes à avoir, parce que c'est aussi en recherche clinique que l'on essaye de venir en aide au patient dans son soutien, dans son traitement actuel. Le patient qui doit donc jouer un rôle accru, ça j'ai l'impression qu'en Belgique on fait quand même beaucoup, on plaide de plus en plus pour faire du patient un acteur, mais un acteur réfléchi, un acteur qui a suffisamment d'informations pour avoir une démarche de compliance non seulement avec son traitement, mais avec la stratégie qui sera adoptée. Cela dit, vous parlez aussi dans votre ouvrage de la méfiance du public par rapport à cette recherche clinique. Ça vient d'où cette méfiance encore aujourd'hui par rapport à la recherche ? Cette méfiance, c'est à partir du moment où on doit faire signer un consentement éclairé au malade, et je trouve que c'est tout à fait légitime et c'est obligatoire et c'est très bien ainsi. On peut effrayer des malades par un jargon médical à la limite du juridique et qui, à mon sens, est excessif. Oui. Et ça, ce sont des obligations qui nous sont imposées par les comités d'éthique en général. Nous avons fait une revue de la longueur des documents donnés aux malades qui acceptent de participer à une recherche clinique depuis 1993, sur plus de 300 études qui ont été activées au sein de l'EORTC, jusqu'à 2013. Oui. La médiane, c'est-à-dire en général les documents que le patient devait lire, comprendre, signer, était de 3 à 4 pages en 1993. Oui. Aujourd'hui, il est de 18 pages. D'accord. 18 pages. Alors, quand le médecin vous explique que vous pouvez participer à une recherche clinique, mais que d'abord vous devez lire, comprendre, approuver un document de 18 à 30 pages, moi je trouve personnellement qu'on se couvre, qu'on protège le médecin plus que le malade, et que c'est à la limite de l'humain de demander à un malade de comprendre tout ce jargon. Donc ça peut effrayer des malades. Quand vous lisez aussi une notice de médicament, à la limite, vous n'avez plus envie de le prendre. Plus, tellement vous avez peur de ce que vous lisez. Et donc ça crée aussi cette peur, cette méconnaissance, cette méfiance. Et c'est tout à fait paradoxal, parce que c'est tellement... Nous, médecins-chercheurs, sommes encadrés, sommes obligés de se plier à toutes ces législations, alors qu'en même temps, la même société porte un engouement extraordinaire pour des tisanes, des médecines alternatives, des composés, des additifs dont on ne sait rien, qui ne sont pas standardisés. Et là, qui sont du perlimpinpin, et là, on n'a pas peur et on fonce. Moi, ça m'interpelle. Il y a une peur du structurel quelque part. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une confusion dans l'esprit du public, et peut-être que ça pourrait apporter un début de réponse à ce que vous venez de dire. Je fais partie d'un essai clinique, donc on cherche à me guérir, et quelque part, in fine, j'ai quand même cette ambition de guérir grâce à cet essai clinique. Alors que vous le répétez bien aussi dans cet ouvrage, un essai clinique n'est pas forcément non plus dans un but ultime de guérison. Parfois, c'est juste une étape dans un traitement qui pourrait être prometteur et ce genre de choses, et que du coup, le côté promesse non tenue, entre guillemets, auprès de certains patients qui font partie de recherche clinique, eh bien, ouvre la porte à des choses qui finalement, la tisane, elle me promet rien, mais si ça marche, tant mieux, et donc je vais l'essayer. Non, il y a quand même des conditions éthiques, il ne faut pas tout confondre. La recherche clinique, par définition, quand on a un malade devant soi, il doit bénéficier du meilleur traitement qui existe. Oui. Donc, ce serait complètement inéthique, et ça n'existe pas, des études pour lesquelles on sait par avance qu'il n'y aura pas un bénéfice quelconque pour le malade. Ça peut être des études non interventionnelles. Par exemple, une étude sur la qualité de vie, où on demande au malade de répondre à des questions, sa perception de la maladie, comment il peut fonctionner, s'il est autonome ou pas autonome, etc. Donc, il n'y a pas que des études cliniques thérapeutiques, mais nous focalisons essentiellement sur des études de qualité de vie, des études de traitement, mais aussi quelque chose qui est très important, ce sont des études de désescalade. Vous savez, dans les années 70, la leucémie de l'enfant était une maladie mortelle.
aujourd'hui, on guérit 80-85% des enfants qui ont une leucémie. Parce qu'on avait envie de guérir tous ces enfants, on tirait avec tout ce qu'on pouvait avoir comme armamentarium thérapeutique. Le gros arsenal. C'était le gros arsenal, au prix d'une certaine toxicité, mais c'est grâce à ça qu'on est arrivé où on est aujourd'hui. Alors on s'est dit, et ça c'est fantastique, je trouve, de vivre à cette époque, on s'est dit que peut-être on pouvait être moins agressif. Et ça, ce sont ce qu'on appelle des études de désescalade. Je donne un exemple très simple. On savait que les enfants pouvaient récidiver, faire une rechute de leur leucémie, parce que certaines cellules pouvaient être dans les méninges. Et donc, dans les années 70-80, on irradiait le cerveau des enfants. Vous n'êtes pas sans ignorer que ça n'est pas l'idéal d'irradier un cerveau en croissance. Et donc, au prix d'une certaine neurotoxicité, mais aussi au prix d'une guérison. Et puis, nous nous sommes dit, et là aussi, c'est l'EORTC qui a joué un rôle majeur, que peut-être il y avait des enfants qui avaient un meilleur pronostic et qui ne devaient pas être irradiés sans perdre le bénéfice de la guérison. Et nous avons eu le courage de faire cette étude, de sélectionner des enfants à bon pronostic et de ne pas les irradier. Eh bien, aujourd'hui, on n'irradie plus tous les enfants qui ont une leucémie et donc on garde des fonctions neurologiques extraordinairement bonnes et des capacités intellectuelles. Il y a d'ailleurs, dans le film que nous avons fait à l'occasion des 50 ans de l'EORTC, le témoignage d'une Belge qui a eu une leucémie à 8 ans et qui n'a pas été irradiée, qui a été la première à ne pas être irradiée. Elle est ingénieure civile et elle a des enfants. Donc, ça, c'est fantastique de pouvoir faire des études de désescalade. Mais sans les études cliniques, on n'y arriverait pas. Françoise Meunier est avec nous pour répondre à vos questions également. Myriam, l'infirmière, elle a entendu vos propos. Elle trouve ça bien qu'on informe le patient sur tout ce qui est traditionnel. Mais on oublie beaucoup la partie psychologique. On ne travaille pas assez sur les traumatismes professionnels non plus. Rosemary voudrait que la Belgique adopte des plans prévention cancer beaucoup plus ambitieux et réalistes que le plan actuel prévu, en insistant notamment sur l'environnement et l'alimentation qui ne sont pas encore assez pris en compte aujourd'hui. On revient avec Françoise Meunier et vos interrogations 02 737 26 06 dans quelques instants, bien sûr. Et puis, on parlera également de cet avenir, pas forcément rose, mais certainement pas noir non plus, vous allez le voir. Au positif. Jusqu'à midi sur la première. Avec Françoise Meunier et cet ouvrage « Quel avenir pour la cancérologie ? Les défis de la recherche clinique en Europe ». C'est paru auprès de l'Académie royale de Belgique dans la collection L'Académie en poche avec une traduction en anglais qui est en cours. Je le disais, c'est un ouvrage pas forcément à l'attention des professionnels, bien que certains seront très certainement intéressés sur ces questions, mais véritablement tout un chacun préoccupé par la cancérologie peut y jeter un œil très attentif. C'est très clair, très compréhensible aussi, avec beaucoup de questions qui sont soulevées. Parmi ces questions, dans les défis de la recherche clinique, alors il y en a pas mal qui sont posés. Vous parlez d'éviter la fragmentation, d'harmoniser les obligations, alors que je trouve que déjà en Belgique, on est pas mal au niveau des obligations en matière d'information aux patients, de protection du patient aussi, les assurances en matière de recherche clinique. Je trouve qu'on est encore pas si mal. L'indépendance, évidemment, de la recherche, on en a parlé tout à l'heure. La propagation de la connaissance, évidemment, un outil auquel est très, très attaché l'EORTC. Et puis, alors, vous posez quand même la question de la médecine personnalisée, qui est une médecine que l'on met beaucoup en avant aujourd'hui chez nous, et notamment en matière de cancérologie. J'arrive pas bien à savoir quelle est votre opinion sur la médecine personnalisée. Vous dites, il y a comme beaucoup de choses, le bon côté, puis le revers de la médaille, et qu'il va falloir faire attention aux deux. Il n'y a pas de doute que la médecine doit être personnalisée, Oui. mais il faut y arriver et comprendre à chaque type de malade quels sont exactement les mécanismes déficitaires au niveau des cellules. Et donc, pour ça, il faut avoir les tissus, analyser vraiment de manière extensive les mutations qui ont créé le fait que la cellule ne meurt pas, comme j'expliquais tout à l'heure. Et donc, on sait aujourd'hui que, par exemple, pour chaque type de cancer, que ce soit le sein, la prostate, le poumon, le côlon, il n'y a pas un cancer du sein ou un cancer du côlon. Il y a peut-être 8 ou 10
sous-groupes de cancer. Donc, on ne traite plus le cancer de monsieur X comme le cancer de monsieur Y, même s'il s'agit du même organe. Donc, on a ajouté une couche de complexité, si vous voulez. Quand moi, j'étais étudiante en médecine, le sein, le côlon, la prostate, c'était orienté sur les organes. Oui. Aujourd'hui, on sait qu'il peut y avoir des mutations communes à certains types d'organes. Et alors, ce qui est extrêmement frustrant, c'est que quand on avait pensé, il y a 5 ans, qu'on allait faire ce qu'on appelle la thérapie ciblée, et donc on allait trouver une mutation, et on allait trouver l'agent qui allait attaquer la mutation, et la cellule allait se désintégrer, et on avait trouvé médecine personnalisée, ciblée, etc. Et aujourd'hui, on fait un tout petit peu marche arrière parce qu'on se rend compte que la cellule est maligne au sens vraiment malin et qu'elle trouve les modalités de court-circuiter cette fameuse cible. Et donc, on en revient quand même à devoir toucher différentes mutations, à redonner des combinaisons. Et frustration suprême, il y a des malades qui peuvent, par exemple, avec un mélanome, répondre à une cible qu'on vient d'identifier, une mutation. Des malades qui ont un côlon, qui ont la même mutation, ne répondent pas. Donc, toutes nos théories sont de nouveau un peu battues en brèche et montrent que c'est vraiment plus difficile et plus complexe que ce qu'on pense. D'ailleurs, on parle de plus en plus d'arbre généalogique de la tumeur, sauf que plutôt que de parler de tumeurs différentes, on parle d'une tumeur qui se transforme une première fois, donc donne naissance à un nouveau type, qui se retransforme encore en réaction au traitement que l'on fait. On a affaire à un troisième type. Donc, c'est véritablement des arbres généalogiques aujourd'hui de tumeurs qu'on essaie d'étudier, de comprendre et de mettre en avant. Oui, parce que c'est un petit peu comme les antibiotiques avec les microbes. Oui. Les microbes deviennent résistants. Donc, il y a une pression de sélection et de résistance. C'est exactement la même chose qui se passe avec la cellule cancéreuse. Si vous la traitez, elle devient résistante, soit à la radiothérapie ou à la chimiothérapie que vous avez donnée. C'est un petit peu le même phénomène qu'en maladie infectieuse. Et donc, ce qui est aussi très difficile à maîtriser, c'est que si vous avez par exemple un cancer du rein et puis des métastases, vos métastases sont des cellules différentes de la tumeur primitive. D'où l'importance de biopsier, d'avoir accès aux tissus, d'analyser en profondeur les tissus. Et c'est là qu'on rejoint la recherche fondamentale et la recherche qu'on dit translationnelle, donc de transfert et de coopération entre la recherche fondamentale et la recherche clinique, parce qu'il faut comprendre ce qui se passe à l'échelle de la cellule et savoir que nos cellules continuent à évoluer pendant la maladie. Donc, c'est un peu un moving target, comme on dit. On évolue, en fait c'est un peu une course, le cancer, on en apprend plus de choses et on découvre du coup plus de complexité aussi, et puis la recherche avance quand même et c'est à qui dépassera à un moment donné l'autre. Vous terminez quand même cet ouvrage sur la cancérologie avec pas mal de notes d'espoir parce que vous dites les défis et la problématique sont nombreux et importantes, mais on parle quand même aujourd'hui de plus de 600 molécules en voie d'évaluation et de développement dans les progrès de la connaissance acquise permettant d'envisager des traitements plus efficaces si la coordination des efforts existe en Europe. Coordination donc ultra nécessaire et en même temps, il y a vraiment un produit là qu'on va pouvoir exploiter, rechercher, il y a matière. Oui, parce que comme on connaît beaucoup mieux ce qui se passe à l'échelle de la cellule, on peut développer des cibles et des médicaments qui vont essayer d'interférer avec ces mutations. Donc ça, c'est beaucoup d'espoir. On a beaucoup plus de connaissances, donc beaucoup plus de possibilités d'action. Mais, vous disiez tout à l'heure, la Belgique est très bien, et c'est tout à fait vrai. N'a pas à rougir en tout cas. Et donc, il y a comme la Belgique et l'Angleterre qui sont les 2 pays européens où il y a le plus de malades qui peuvent bénéficier de ces expérimentations et de ces nouvelles technologies et de facilitation d'activer des études cliniques. Oui. Seulement, comme je viens d'expliquer que tout devient fragmenté en sous-groupes, ça veut dire que tout devient rare, y compris des tumeurs fréquentes comme poumons, prostate, sein, côlon. Et donc, que la seule façon pour l'Europe de maintenir son niveau d'expertise et d'excellence, c'est la coopération internationale. Et donc là, si les lois belges sont favorables, ça ne suffit pas, parce qu'un organisme comme l'EORTC, qui doit faire des études par définition à l'échelle internationale, doit se plier à toutes les exigences de tous les pays.
Et là, c'est un problème Oui. parce que ça crée énormément de délais, de surcoûts, de ralentissement de l'initiation des études cliniques. Françoise Meunier, merci beaucoup. Quel avenir pour la cancérologie? L'Académie royale de Belgique vient donc de publier cet ouvrage, Les défis de la recherche clinique en Europe. On met tout ça en lien sur la page Facebook de l'émission. Une très jolie réflexion sur cet avenir. Comme je le disais, pas tout à fait rose, mais certainement pas noir non plus. Loin s'en faut. Les choses avancent. Les découvertes sont extrêmement intéressantes aussi. Et c'est un véritable plaidoyer pour continuer dans cette coopération autour de la recherche tellement importante. Merci Françoise Meunier. Dans quelques instants, nous accueillerons un confrère, en tout cas quelqu'un que vous connaissez bien, c'est le professeur Bertrand Tombal. Il nous parlera d'une matinée d'information le 24 mai consacrée au cancer de la prostate. Au positif sur la première, la perf du jour. Avec le professeur Bertrand Tombal. Bonjour professeur. Ouais, pas de souci, bonjour. Du service d'urologie de Saint-Luc pour nous parler de cette matinée d'information le 24 mai, les cancers de la prostate, avec beaucoup d'informations qui seront échangées. Toujours beaucoup de questions aussi de la part des patients concernant ce cancer de la prostate, où finalement on a l'impression qu'on est dans une grande nébuleuse, alors que le monde médical y répond quand même plutôt clairement aujourd'hui, professeur. Oui, donc en fait, on avait déjà organisé une initiative similaire il y a 2 ou 3 années. Et en fait, on s'est rendu compte que les patients en fait qui participaient à ces réunions étaient des patients bien souvent qui avaient déjà un cancer de la prostate. Oui. Et qui se posaient plus des questions pratiques sur est-ce que mon traitement est bien celui que j'ai choisi, comment s'occuper des effets secondaires, quel est mon futur. Donc on a cette fois organisé une réunion où vraiment on insiste sur les aspects pratiques, pas sur les discussions de fond sur la nécessité de faire un dépistage du cancer de la prostate ou est-ce que je dois être opéré ou avoir des rayons, mais plus une réunion pour donner des informations utiles aux patients, de dire par exemple, j'ai été opéré de la prostate, j'ai de l'incontinence, qu'est-ce que je peux faire? Je suis un traitement hormonal, j'ai des effets secondaires, qu'est-ce que je peux faire? Je suis un traitement hormonal, il va plus maintenant, ça marche plus, qu'est-ce que je peux faire? Donc c'est vraiment, on a décidé cette fois avec la Fondation contre le cancer de développer une réunion pratico-pratique pour les patients qui sont atteints d'un cancer de la prostate et qui, il est vrai, se posent énormément de questions et malheureusement à une époque où on est passé de quasi pas de traitement à plus de 10 traitements maintenant, donc les choses évoluent très vite et c'est déjà difficile pour certains médecins de se tenir à jour. Alors pour les patients, vous imaginez, c'est encore plus complexe. Donc ce qu'on va faire, c'est vraiment essayer de répondre à cette complexité. Ça sera demain et encore des places pour les patients qui souhaiteraient y participer. On mettra bien sûr en lien toutes les informations pratiques pour participer à cette matinée d'information. Vous-même, vous allez parler des traitements hormonaux, traitements qui se sont quand même multipliés, qui ont donné en tout cas beaucoup d'espoir. Est-ce que l'espoir est rencontré ? Oui, l'espoir est rencontré parce qu'il faut imaginer que c'est le traitement de référence du cancer de la prostate. Il y a aujourd'hui plus ou moins 24 000 patients en Belgique qui reçoivent une hormonothérapie. Ce sont des traitements qui sont efficaces, mais malheureusement pour une certaine durée de temps. La suite avant, c'était la chimiothérapie chez des patients qui sont malheureusement souvent un peu plus âgés ou dans des conditions un peu plus difficiles. Donc, on cherchait vraiment d'autres options que la chimiothérapie, qui reste un excellent traitement, mais peut-être un peu plus difficile à administrer. On a aujourd'hui une foison de nouveaux traitements hormonaux, de nouvelles thérapies ciblées. Donc, c'est vraiment un moment opportun pour donner de l'espoir raisonnable aux patients. Alors, le seul problème de tous ces traitements, c'est qu'ils ne sont pas dénués d'effets secondaires et que dès lors, il faut absolument éduquer le patient à bénéficier du traitement le plus optimal dans l'environnement le plus optimal. Et cet environnement commence par lui-même parce qu'on parlera aussi du rôle de l'exercice physique, de la diététique dans la prise en charge du cancer de prostate. On donne aujourd'hui beaucoup plus d'importance à la personne qu'à son cancer et la prise en charge est beaucoup plus globale maintenant qu'elle l'était il y a 10 ans et tout ça va être bien expliqué aux patients. Professeur Bertrand Tombal, merci beaucoup. On rappelle que la matinée d'information sur les cancers de la prostate avec des exemples et surtout des explications très concrètes aura lieu demain et ça se passe à Bruxelles, tout près de la RTBF. Donc on met tout ça en lien sur la page Facebook de l'émission. Merci beaucoup, professeur, et à bientôt dans l'émission, je l'espère. Un grand merci, bonne journée, au revoir. Merci. Bonne journée à vous aussi qui nous